Et donc maintenant, David Marchand-Maillet va nous présenter les services associés au stockage distribué. Bonjour à tous. Il est évidemment un peu compliqué, après six brillants orateurs, de dire quelque chose de neuf. Néanmoins, je vais essayer de m'y appliquer. Il va évidemment y avoir quelques redites, mais je vous invite à être vigilant pour trouver quelles sont les différences entre les discours. Alors, on vient de parler d'études, de beaucoup d'études. Je n'ai pas la présomption d'aller très en profondeur dans les études, même si Solar Smart Energy en fait beaucoup. Néanmoins, je vais surtout raisonner d'abord par le bon sens. Et finalement, quand on veut intégrer plus de renouvelables dans le système électrique, il y a on se rend compte qu'il faut quelque chose, il faut développer des actifs flexibles pour gérer l'intermittence de ces énergies. Et finalement, il n'y a pas des tonnes de solutions. Donc, on peut par exemple aller chercher la flexibilité de la production classique. Alors, la production thermique, en général, c'est plus quelque chose qu'on a envie de faire. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va limiter. Donc on n'a pas vraiment envie de développer plus de flexibilité au niveau production thermique, même sur le nucléaire, puisque le nucléaire, ça désoptimise de le rendre flexible. Alors on peut aller chercher de la production hydroélectrique, celle-là elle est très flexible, elle est très propre. Malheureusement, le développement de capacités supplémentaires hydroélectriques, ça tout le monde le sait, reste relativement limité, même s'il y a encore un peu de potentiel, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Après, on peut dire on va développer les réseaux. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut développer les réseaux parce qu'on en a besoin, ça permet de mutualiser. Par contre, le réseau, comme l'a très bien dit Yannick Jacquemart, il faut savoir s'arrêter à un moment donné parce que le réseau, en fait, ça ne va pas créer énormément de flexibilité, ça sert à lier les différentes flexibilités, et donc à aller chercher la flexibilité là où elle se trouve sur les territoires, mais on ne va pas en créer ex nihilo juste avec le réseau. Donc le réseau a ses limites, donc il faut en développer, il va falloir continuer à en développer, par contre ne pas aller trop loin non plus. Et donc on manque encore de capacité de flexibilité, donc évidemment on parle également d'effacement. L'effacement, ça peut se traduire de deux façons, effacement de production, effacement de consommation. Les deux sont très intéressants. Effectivement, on va pouvoir effacer la production. Le problème, c'est que ça doit quand même se limiter à des cas relativement exceptionnels. Là, je parle vraiment de l'effacement où on jette. À la fois, on jette la production, on jette la consommation, et en fait, de fait, on va jeter l'utilité qui est associée à cette production, l'énergie, on va jeter de l'énergie, donc c'est quand même dommage de jeter de l'énergie, et on abandonne une consommation, donc on abandonne l'utilité qui était générée par cette consommation d'électricité, et donc de fait, on perd l'utilité supplémentaire. Donc ça, finalement, c'est quelque chose qui doit rester relativement restreint, parce que sinon, tout simplement, on en revient à ne s'éclairer que quand il y a du soleil, ça ne sert strictement à rien, ou finalement on en revient à utiliser le vent quand il est là, donc on peut s'en servir pour moudre du blé, remonter de l'eau, etc., mais c'est quand même relativement limité. Donc finalement, pour moi, la solution de stockage est la plus utile, sachant qu'il faut voir le stockage de deux façons. Il y a le stockage power-to-power, c'est celui-là qu'on parle aujourd'hui, qui est important et qui va permettre de retourner vers le vecteur énergétique. Et, les différentes études qui ont PEPS et 100% ENR qui ont été construite montre bien qu'il faut déplacer de l'électricité. Et puis il faut également envisager le power to autre chose, power to utilité.
Et j'intègre là-dedans le déplacement de consommation. Finalement, casser du caillou maintenant ou plus tard, ça revient à une certaine forme de stockage d'électricité, sachant qu'il n'y a pas reconversion. Donc les deux sont très intéressants et à mon avis, évidemment, comme toujours, l'idée c'est pas de dire la seule solution c'est le stockage, mais c'est vraiment une des solutions les plus pertinentes pour résoudre la problématique de l'intermittence. Alors, ensuite, la grande question, c'est se dire où est-ce qu'il faut positionner du stockage. On ne se pose pas toujours cette question de manière très approfondie, puisque finalement, on raisonne d'abord solution, et puis où c'est que je vais mettre ma solution, et avant, plutôt que de se poser la question, où est-ce qu'il est le plus pertinent de mettre du stockage? Aujourd'hui, on a beaucoup développé, et c'est le gros des capacités qui sont développées dans le monde, hein, plus de 98%, c'est du stockage centralisé. Une seule capacité en une seule fois, et là effectivement il faut énormément de réseaux de transport, puisque transport et même distribution, parce qu'on centralise les capacités de stockage. Ça a un avantage, c'est qu'on met tout de suite une grosse capacité, c'est un gros investissement, il est très visible, on peut le planifier, tout va bien. Un des problèmes, c'est qu'il y a une certaine myopie par rapport aux enjeux locaux. C'est-à-dire que si on met une capacité centralisée de stockage, tout ce qui se passe au niveau de la distribution, on ne va pas pouvoir gérer, ou en tout cas on peut envoyer, ça va supposer beaucoup de réseaux en intermédiaire. Par ailleurs, le nombre de sites qui peuvent être équipés sur des capacités centralisées, il n'est pas infini. Des sites de stations de pompage-turbinage, on en a déjà équipé beaucoup. Alors il en reste un certain nombre, mais plus tant que ça. Des sites de KS, encore moins. Puis bon, après c'est aussi un investissement qui est en général public, puisque les gros investissements demandent en général beaucoup de fonds publics. Donc vous comprendrez que ce n'est pas forcément ce que je privilégie comme solution. Et finalement, l'autre stockage dont on parle beaucoup, et qui se développe beaucoup avec les batteries, et notamment Tesla a fait des annonces fracassantes sur ce type de stockage, c'est finalement le stockage à la maison, sur site, et principalement pour faire de l'autoconsommation. Alors évidemment ça c'est bien, parce qu'on peut faire le petit caprice, tiens, comme je m'achète un iPhone, je casse ma tirelire et je me dote d'une capacité de stockage, même si c'est pas complètement rationnel d'un point de vue économique, j'y vais, je me dote de cette capacité de stockage. Et puis, c'est un investissement particulier, ça me permet de faire de l'autoconsommation, de considérer que je peux être autonome énergétiquement. Bon, c'est séduisant, par contre c'est quand même globalement un fort surinvestissement. C'est-à-dire que si on met uniquement du stockage chez le particulier, uniquement pour l'autoconsommation, finalement c'est sous-utiliser ces capacités de stockage, parce qu'elles pourraient servir à un certain moment pour soutenir le réseau. Et si elles ne sont pas construites reliées à des systèmes qui prennent en compte les signaux du réseau, elle ne va pas être correctement utilisée. Et puis finalement, ça stimule l'autoconsommation et un îlotage quasi permanent, sauf que, évidemment, de temps en temps, on a quand même besoin du réseau, et finalement, on a tendance à ne plus payer le réseau, alors qu'on s'en sert, et on s'en sert au moment les plus critiques, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de vent ou pas de soleil pendant un long moment, et évidemment là c'est là qu'on coûte cher pour le réseau, parce que le reste du temps on ne coûte pas si cher pour le réseau. Alors vous aurez tout de suite compris à quel endroit je positionne le réseau. De toute façon il n'y a plus beaucoup de possibilités, c'est entre les deux. Selon moi, selon nous, Solaire Smart Energy, le stockage finalement il doit être à l'intermédiaire, et finalement ça doit être
On appelle ça du stockage territorial, c'est-à-dire du stockage distribué, on va dire, en restant sur le réseau de distribution. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, elles sont positionnées sur les réseaux de distribution pour la plupart. Et donc on se donne une capacité de faire de la gestion au niveau de la maille locale, pour faire non pas de l'îlotage, mais vraiment de l'équilibrage des flux électriques au niveau local, au niveau territorial. Alors, en France, on parle de poste source. Alors ça représente en général un canton ou quelque chose comme ça. Enfin, la topologie du réseau ne suit pas les frontières administratives, mais c'est à peu près ça. Et pour nous, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, ça mutualise les capacités sur l'ensemble du territoire. Ça permet de gérer ces problématiques locales. On optimise l'investissement puisqu'on va dimensionner l'actif de stockage à cette maille. Ça permet aussi aux citoyens de se réapproprier le sujet énergétique parce qu'ils ont un actif de stockage sur leur territoire, en même temps qu'il y a des énergies renouvelables qui se développent sur le stockage, et finalement, même si ce n'est pas de la gestion en îlotage, on a quand même une volonté d'avoir un certain équilibre au niveau local, et ça c'est pour nous quelque chose d'intéressant. Et ça permet justement cette réappropriation, une forme d'investissement mixte, à la fois investissement des collectivités, des citoyens et d'investisseurs privés. Évidemment, c'est un sujet qui est un peu nouveau, donc c'est pour moi le principal désavantage, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien intégré dans notre logiciel de déploiement des réseaux et de conception du système électrique, et donc on a encore du mal à l'imaginer correctement. Alors, un petit mot sur Soner Smart Energy, puisque finalement, pourquoi on a cette vision, c'est bien parce que on est complètement dans cette vision de il faut du stockage pour la transition énergétique. Historiquement, on est un groupe qui fait de la production renouvelable. On a bien compris que à la fois il faudrait un jour traiter l'intermittence, donc la problématique physique, et puis également la fin des tarifs d'achat, ou en tout cas sa modification, pour pouvoir aller se confronter au marché et rentrer dans un design de marché qui permette de ne plus aller subventionner les énergies renouvelables les yeux fermés. Et donc on a conçu à la fois des outils financiers pour gérer les risques qui vont bien, mais aussi Soner Smart Energy qui finalement conçoit tout ce qui va bien pour gérer ces aspects-là. À la fois, on est développeur de technologies, c'est-à-dire qu'on va réfléchir aux technologies de stockage qui sont nécessaires pour gérer l'intermittence des renouvelables. Je parlerai juste après, dans la slide suivante, des technologies en question. On est également développeur de projets, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier des endroits et des couples d'endroits technologiques qui sont pertinents pour commencer à développer. Et nous, on anticipe, on essaye de rentrer vraiment dans le concret et de dire allons-y, montons des projets, et puis il reste des questions de financement, il reste des questions réglementaires. Mettons-nous sur le point 2 et qu'il n'y ait plus qu'on appuie sur le bouton, c'est-à-dire que nos chers politiques mettent en place les lois qui vont bien, lèvent les petits freins, et ils sont plus si importants que ça pour lancer le développement de nos projets. Et ensuite, évidemment, on ne va pas que déployer des actifs de stockage, mais on va également les opérer. On va les opérer en tant qu'agrégateur, en les couplant avec des renouvelables. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la responsabilité de gérer sur des sous-ensembles le couplage entre énergie renouvelable et stockage, ce qui nous force évidemment à bien dimensionner les actifs de stockage. Je vais aller très vite puisque le temps tourne. Globalement, pour nous, ainsi, les actifs de stockage il faut qu'elles soient à la fois distribuées, avec des capacités modulables, voire déplaçables, et qu'elles soient durables, évidemment. Alors, on a commencé à réfléchir par une technologie de station de pompage-turbinage, mais de petite taille, pour qu'elles puissent être réellement distribuées, comme je le disais. On s'est dit, c'est bien une step, mais ça se déplace pas beaucoup, et finalement, s'il y a un besoin qui n'est pas permanent, mais qui est
qui est juste ponctuel sur une certaine durée, c'est pas mal d'avoir un actif qui soit déplaçable, dont on puisse moduler la capacité. C'est pour ça qu'on a réfléchi également à des technologies d'air comprimé qui a ces deux petites tailles, donc pas les gros KS de sous-sol, et ce qui a l'avantage d'être à la fois ce qui a l'avantage d'être déplaçable. Par contre, c'est pas forcément très bien pour des grosses capacités, parce que les enceintes sous pression, malheureusement, c'est extrêmement cher. On pourra en discuter plus tard. On passe sur le volet technologie. Donc on s'est dit, il faut aussi quelque chose qui puisse avoir un coût de la capacité qui soit pas très important. On en reparlera aussi plus tard, mais globalement, on a également développé une technologie dite de séparation et mélange qui permet d'avoir un coût de la capacité qui soit relativement faible et qui du coup permet de raisonner sur du stockage intersaisonnier de manière assez intéressante. Alors, bon, je vous laisserai lire les slides qui seront mis à disposition, mais on voit que finalement c'est cette dernière technologie qui est la plus intéressante, même si les autres, elles servent, elles ont quelques petits inconvénients, notamment une step par exemple, c'est difficile à déplacer. Tant pis, mais ça sert quand même. Voilà, on pourra discuter de tout le reste juste après. Merci Denis Marchand-Maillet pour cette intervention qui permet de mieux définir ce qu'on entend par stockage distribué et puis de le positionner par rapport au stockage plus classique, donc stockage centralisé et autoconsommation.